En 1995, une petite équipe d'ingénieurs des Israel Military Industries s'est réunie dans un atelier de développement près de Tel Aviv avec une directive inhabituelle. Concevoir un fusil 30% plus court que le M16, tout en conservant une longueur de canon et une précision identiques. Le projet n'avait pas encore de nom officiel, seulement une désignation interne et un dossier épais d'exigences opérationnelles compilées à partir de rapports de terrain couvrant 3 décennies de service. L'ingénieur mécanicien principal, en examinant les spécifications, comprit immédiatement que l'architecture conventionnelle ne pouvait satisfaire ces demandes contradictoires. Les mathématiques étaient impitoyables. On ne pouvait pas simplement retirer de la matière d'un modèle existant et espérer qu'il fonctionne. Ce dont ils avaient besoin, c'était d'une réarchitecture fondamentale de la relation spatiale entre les composants du fusil. L'atelier contenait des prototypes issus de tentatives précédentes de fusils compacts, chacun représentant un compromis différent. Les canons raccourcis signifiaient une vitesse réduite. Les crosses pliantes introduisaient une complexité mécanique et des problèmes de fiabilité. Les calibres spécialisés de pistolets mitrailleurs limitaient la portée et la pénétration. La demande ne portait pas sur un équipement spécialisé pour des applications de niche. Elle exigeait un fusil de service universel qui soit radicalement plus court. Un ingénieur esquissa un diagramme rapide sur le tableau blanc. Et si l'on déplaçait simplement tout vers l'arrière? Le chargeur, la culasse, l'ensemble du système d'exploitation décalé derrière le groupe de détente. Ce n'était pas un concept nouveau. Les configurations bullpup existaient depuis les années 1940. Mais les implémentations précédentes avaient systématiquement rencontré le même obstacle. Les utilisateurs formés sur des fusils conventionnels les trouvaient maladroits et peu naturels. L'équipe passa le premier mois non pas à concevoir des mécanismes, mais à étudier les manières précises dont les agents interagissaient avec leurs équipements. Ils filmèrent des centaines d'heures d'exercices d'entraînement, notant les positions des mains, les séquences de rechargement, les procédures d'entretien et l'acquisition de la visée. Ce qui devint clair, c'est que les objections au modèle bullpup ne concernaient pas la capacité, la plupart fonctionnaient de manière fiable lors des tests, mais l'écart par rapport à la mémoire musculaire ancrée. Le déverrouillage du chargeur à un endroit inhabituel, le point d'équilibre déplacé vers l'épaule, la proximité de la fenêtre d'éjection du visage lors d'un tir de la main gauche. Chaque différence s'ajoutait pour créer un outil qui semblait étranger, même lorsqu'il fonctionnait correctement. Fin 1996, l'équipe projet s'était cristallisée autour d'une intuition clé. Ils ne pouvaient pas changer la formation reçue depuis des générations, leur conception devrait donc minimiser la distance cognitive entre les architectures conventionnelles et bullpup. La détente devrait offrir une sensation nette malgré la longue barre de transfert. Les commandes devraient être immédiatement intuitives. Les procédures d'entretien devraient suivre des schémas logiques familiers. Plus important encore, le système d'éjection devrait s'adapter aux droitiers comme aux gauchers sans les obliger à accepter des douilles brûlantes projetées devant leurs yeux. Cette dernière exigence semblait impossible, jusqu'à ce que quelqu'un suggère de rendre simplement la direction d'éjection modifiable. Si des histoires comme celle-ci vous aident à voir comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous dans les commentaires ce qui vous a surpris jusqu'à présent. Et restez avec nous pour le prochain chapitre. Le défi auquel faisait face Zalman Shepps, le concepteur principal du projet, n'était pas purement technique, il était temporel. En 1998, les forces de défense avaient déjà entamé des discussions préliminaires sur le remplacement des variantes du M16 et des fusils Galil qui constituaient l'essentiel de leur dotation. Les propositions concurrentes incluaient l'importation de modèles étrangers éprouvés ou le développement d'un tout nouveau fusil à configuration conventionnelle. Le projet bullpup, encore officiellement expérimental, risquait de devenir hors sujet avant même d'avoir prouvé son concept.
Shebs comprit qu'il ne pouvait pas se contenter de construire un prototype fonctionnel. Il devait bâtir quelque chose de si manifestement supérieur que cela surmonterait la résistance institutionnelle aux conceptions non conventionnelles. L'équipe d'ingénierie faisait face à un dilemme spécifique avec le système de contrôle de tir. Dans un fusil conventionnel, le mécanisme de détente est adjacent à la gâchette et au marteau. Dans un bullpup, cette détente doit actionner des composants situés 15 à 20 cm en arrière, nécessitant une forme de mécanisme de transfert. Les modèles précédents utilisaient des barres de liaison, de longues tiges métalliques reliant la détente au groupe de tir, mais celles-ci produisaient systématiquement des pressions de détente spongieuses et imprécises que les tireurs de précision trouvaient inacceptables. Les spécifications militaires exigeait un poids de départ entre 2,9 et 3,6 kg avec une course morte minimale, des standards dérivés de décennies de doctrines d'entraînement. Une mauvaise détente condamnerait le projet entier, quels que soient ses autres mérites. La solution émergea d'une source inattendue. L'un des jeunes ingénieurs, en examinant un mécanisme de détente d'un dispositif totalement différent, remarqua comment un système de cam soigneusement conçu pouvait convertir un mouvement linéaire en force de rotation avec une perte de friction minimale. Appliqué au Tavor, cela signifiait remplacer la simple barre de liaison par un mécanisme de transfert plus sophistiqué, intégrant plusieurs points de pivot et des systèmes de rappel par ressort. La détente résultante n'était pas seulement adéquate. Les tests montrèrent qu'elle égalait ou dépassait la sensation du système direct du M16. Ce seul composant prit 8 mois à affiner, mais il supprima ce qui était considéré comme une limitation fondamentale de l'architecture bullpup, image de bullpup rifle internal mécanisme. Simultanément, l'équipe s'attaquait au système d'emprunt de gaz. Le Tavor utiliserait une conception à piston à longue course, éprouvée sur des modèles précédents, mais son intégration dans la configuration bullpup présentait des défis uniques. Les vents de gaz sur le canon devaient se situer à une distance spécifique de la chambre pour assurer un temps de cycle approprié. Mais dans l'architecture compressée du bullpup, cela signifiait que l'ensemble du tube de gaz et du piston devait passer par un espace déjà occupé par l'épaule de l'utilisateur et la crosse. La solution a nécessité une modélisation tridimensionnelle minutieuse pour trouver un chemin qui n'interfère pas avec les composants structurels tout en maintenant un alignement parfait. Le piston lui-même fut redessiné avec un cône subtil, lui permettant de passer à côté du porte-culasse avec un léger angle, économisant de précieux millimètres. En 1999, des prototypes fonctionnels existaient, mais ils révélèrent un nouveau problème. Les dimensions compactes créaient un souffle de bouche excessif. La faible longueur totale signifiait que la bouche du canon se trouvait plus proche de la tête de l'utilisateur que sur les fusils conventionnels et la pression acoustique devenait inconfortable lors des sessions prolongées. Ce n'était pas qu'une question de confort. Une exposition prolongée pouvait causer des dommages auditifs, même avec des protections. L'équipe développa un compensateur qui redirigeait la pression vers l'avant et légèrement vers le haut, atténuant l'effet sans augmenter significativement la longueur totale. Chaque solution créait de nouvelles considérations, une cascade de décisions d'ingénierie interdépendantes. Comprendre le fonctionnement mécanique du Tavor nécessite de visualiser l'architecture de son système de gaz. Lorsqu'une cartouche est percutée, les gaz à haute pression suivent le projectile dans le canon. À une distance précisément calculée de la chambre, environ 20 cm sur le Tavor, un petit orifice dans le canon permet à une partie de ces gaz de s'échapper dans un tube parallèle au canon. Ce gaz frappe une longue tige de piston, la propulsant vers l'arrière avec une force considérable. Le piston n'est pas directement en contact avec la culasse. Il frappe le porte-culasse, un composant séparé qui abrite la culasse rotative. La culasse elle-même comporte plusieurs tenons de verrouillage, des protubérances usinées avec précision qui s'engagent dans des évidements correspondants de l'extension du canon. Une fois verrouillés, ces tenons empêchent la culasse de reculer, confinant la pression de la cartouche dans la chambre.
Le mouvement de recul du porte-culasse initie la séquence de déverrouillage. Un chemin de came soigneusement conçu à l'intérieur du porte-culasse engage un ergot sur la culasse, la forçant à pivoter d'environ 20 degrés. Cette rotation désengage les tenons de verrouillage, permettant à la culasse et au porte-culasse de reculer ensemble. Alors que cet ensemble recule, plusieurs événements se produisent dans une séquence précise. L'extracteur, un petit crochet sur la face de la culasse, maintient sa prise sur le culot de la douille, retirant l'étui vide de la chambre. L'éjecteur, un ergot sous pression de ressort, pousse le culot de l'autre côté. Lorsque l'étui dégage la fenêtre d'éjection, la force de l'éjecteur le fait basculer vers l'extérieur. Le ressort de rappel, comprimé pendant ce mouvement, emmagasine l'énergie pour le cycle de retour. Cette séquence entière, déverrouillage, extraction, éjection, se produit en environ 10 millisecondes. Le cycle de retour démontre une ingénierie tout aussi précise. Alors que le ressort de rappel se détend, il propulse le porte-culasse vers l'avant. Si une nouvelle cartouche se trouve dans le chargeur, la face de la culasse entre en contact avec sa base et l'extrait, la poussant dans la chambre. Le culot de la cartouche glisse sur la face de la culasse, passant sous l'extracteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un clic subtil. Le mouvement continu chambre complètement la munition, et le chemin de came inverse son action initiale, faisant pivoter la culasse pour verrouiller les tenons. Le piston, ayant été ramené vers l'avant par son propre ressort, est prêt pour le cycle suivant. La réinitialisation de la détente s'est produite durant cette phase. Ce qui rend ce système notablement fiable est sa tolérance aux conditions difficiles. La conception du piston à longue course signifie que le porte-culasse gagne une inertie significative lors de son recul. Cet élan aide à surmonter la friction causée par le sable, la poussière ou l'encrassement par le carbone, des contaminants qui causent des problèmes dans des systèmes plus délicats. Les larges tenons de culasse répartissent les forces de verrouillage sur une surface substantielle, réduisant l'usure. Le système d'extraction, avec son extracteur robuste et son éjection franche, fonctionne de manière fiable, même avec des étuis ayant commencé à se corroder. Le système de canon modulaire du Tavor mérite une attention particulière. Le canon ne se vise pas directement dans la carcasse comme sur de nombreux fusils. Au lieu de cela, il s'accouple avec une extension de canon qui reste solidaire de la culasse. Cette séparation permet de retirer le canon en libérant un seul levier de verrouillage près du bloc de gaz, sans outil, tout en maintenant automatiquement la feuillure, headspace. Pour la logistique, cela signifiait que les canons endommagés pouvaient être remplacés sur le terrain sans l'intervention d'un armurier spécialisé. Pour les changements de calibre, cela permettait une reconfiguration relativement simple. L'élégance technique ne résidait pas dans des mécanismes complexes, mais dans l'agencement minutieux de composants simples pour permettre une modularité opérationnelle. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou un pari risqué à l'époque? Partagez votre avis dans les commentaires et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Les premiers essais sur le terrain en 2001 révélèrent des problèmes que les tests statiques n'avaient pas prédits. Le Tavor fonctionnait de manière fiable dans des environnements contrôlés, mais les conditions opérationnelles introduisirent des variables qui mirent au défi les hypothèses de conception. L'intrusion de sable par la fenêtre d'éjection s'avéra particulièrement problématique. Sur un fusil conventionnel, la fenêtre d'éjection se situe au-dessus de la main de l'utilisateur, relativement protégée. Dans la configuration bullpup du Tavor, cette fenêtre se trouvait beaucoup plus près du sol, lors des phases de progression rampante, ou lorsque l'équipement était posé. De la poussière fine s'accumulait dans le mécanisme, augmentant graduellement la friction jusqu'à ralentir notablement la course de la culasse. L'équipe d'ingénierie répondit par un système de volets anti-poussière redessiné qui scellait la fenêtre de manière plus complète. Mais cela créa un problème secondaire. Dans l'urgence, certains utilisaient l'équipement avec le volet fermé, causant des incidents de tir.
La solution a nécessité de repenser l'avantage mécanique du volet. Ils le conçurent de sorte que si la culasse tentait de cycler alors que le volet était fermé, la force accumulée ferait automatiquement sauter le volet plutôt que de bloquer le mécanisme. Cette approche de sécurité transforma une vulnérabilité potentielle en une caractéristique robuste, bien qu'elle ait nécessité une fabrication de précision pour s'assurer que le ressort de rétention offrait exactement la bonne résistance. Les tests exposèrent également des problèmes avec l'emplacement du bouton de déverrouillage du chargeur. Sur un fusil conventionnel, il se trouve là où l'index de la main forte repose naturellement. Le Tavor, conservant ce positionnement, plaçait le bouton juste devant le pontet, mais la configuration bullpup signifiait que les chargeurs étaient logés beaucoup plus près du corps de l'utilisateur, et le mécanisme de déverrouillage nécessitait un angle de force différent pour libérer le chargeur. Des rapports indiquèrent des difficultés à effectuer des changements de chargeur rapides, particulièrement avec des gants ou sous pression. Le bouton fut redessiné avec une surface d'engagement plus large et des ressorts modifiés, un changement apparemment trivial qui nécessita des mois de tests pour être optimisé. Le système d'éjection ambidextre subit la révision la plus importante. Les premiers prototypes nécessitaient un démontage presque complet pour changer la direction d'éjection. Cela allait à l'encontre de l'adaptabilité sur le terrain. Les ingénieurs consacrèrent des efforts considérables à développer un système où seule la culasse et le volet de la fenêtre d'éjection devaient être remplacés, des composants pouvant être changés en moins de 2 minutes sans outil. Le défi consistait à maintenir une feuillure constante entre la face de la culasse et le canon à travers différentes configurations de culasse. Cela exigea des tolérances de fabrication extraordinairement serrées, augmentant les coûts de production, mais garantissant la fiabilité. En 2003, la conception affinée avait résolu les problèmes majeurs du terrain. Des essais opérationnels limités commencèrent avec des unités spécialisées pour recueillir des données sur la fiabilité à long terme. Ces essais révélèrent que les utilisateurs s'adaptaient à la configuration bullpup plus rapidement que prévu, principalement parce que le placement des commandes du Tavor imitait les fusils conventionnels autant que possible. La longueur réduite s'avéra réellement avantageuse pour les opérations en véhicule et en milieu urbain. La précision resta constante par rapport aux fusils de taille standard, validant le principe fondamental selon lequel c'est la longueur du canon, et non la longueur totale de l'outil, qui détermine les performances du projectile. La véritable importance du système d'éjection modulaire n'est pas apparue avec les exigences locales, mais avec les réalités du marché de l'exportation. Alors que d'autres nations exprimaient leur intérêt pour le Tavor, Idwelui découvrit que différents pays avaient des préférences variées pour la direction d'éjection basée sur leur doctrine d'entraînement existante. Certaines forces formaient tout leur personnel au tir de la main droite, quelle que soit leur dominance naturelle. D'autres accommodaient les gauchers avec une instruction spécialisée. Quelques-unes n'avaient aucune doctrine établie pour les modèles bullpup et souhaitaient la flexibilité nécessaire pour développer des programmes basés sur l'expérience de terrain. La fabrication traditionnelle aurait nécessité la production de modèles entièrement distincts, chacun avec son propre outillage, son inventaire de pièces et sa documentation de maintenance. Les coûts auraient rendu les exportations en petite quantité économiquement irréalisables. L'approche du Tavor, construire un fusil de base unique avec des composants d'éjection interchangeables, a totalement transformé l'équation économique. Une seule ligne de production pouvait fournir des marchés diversifiés. Un seul système logistique pouvait supporter de multiples configurations. Les clients pouvaient acquérir des fusils à éjection droite initialement, puis obtenir des kits de conversion vers la gauche au fur et à mesure de l'évolution de leur doctrine, sans rendre obsolètes leurs équipements existants. Ce qui a rendu cela possible était une décision de conception subtile, mais fondamentale concernant l'interface entre la culasse, l'extension du canon et la carcasse. Dans la plupart des modèles, la culasse est un composant hautement spécifique, ajusté à une extension de canon particulière.
L'interchangeabilité nécessite des tolérances si serrées qu'elle devient impraticable. Les concepteurs du Tavor ont approché cela différemment. Ils ont établi une surface de référence précise d'atome-surface dans la carcasse, servant de point de mesure unique. Les culasses droites et gauches se référaient identiquement à cette surface. L'extension du canon se verrouillait de manière à garantir un positionnement constant par rapport à cette référence, quelle que soit la configuration de la culasse installée. Cela signifiait que la feuillure, la dimension critique affectant à la fois la sécurité et la fiabilité, restait constante. Un technicien pouvait vérifier la feuillure sur une configuration et être certain qu'elle resterait correcte après une conversion. La sophistication technique résidait dans l'analyse minutieuse du cumul des tolérances et dans la conception de composants imbriqués maintenant des relations précises dans l'espace tridimensionnel. Ce n'était pas un mécanisme révolutionnaire, mais une application méticuleuse de principes géométriques fondamentaux. Cette révélation s'est étendue au-delà de la direction d'éjection. La même architecture modulaire a facilité les conversions de calibre. En changeant le canon, la culasse et le chargeur, tout en conservant la même carcasse et le même groupe de tir, le Tavor pouvait passer du 5,56 mm NATO au 9 mm ou au 5,45-39 mm. Chaque conversion maintenait la fiabilité, car les principes d'action fondamentaux restaient les mêmes. Les réglages du système de gaz s'adaptaient aux différentes courbes de pression des cartouches. Le puits de chargeur acceptait différents modèles via des adaptateurs interchangeables. Cette modularité représentait une approche fondamentalement différente de la conception des équipements de service. Les modèles précédents servaient généralement leur rôle prévu pendant des décennies avec un minimum de modifications. Le Tavor suggérait un avenir où les fusils évolueraient par des mises à jour de composants plutôt que par un remplacement complet. Une force pouvait adopter la plateforme dans un calibre, puis passer à d'autres standards de munitions selon l'évolution de la doctrine, sans avoir à reformer le personnel sur de tout nouveaux équipements. L'investissement dans la formation restait valable malgré l'évolution du matériel. L'adoption officielle du Tavor par les forces de défense en 2009 n'a pas marqué une fin, mais un point de transition dans une évolution continue. Les forces armées adoptent rarement des systèmes véritablement révolutionnaires. Elles adoptent des implémentations affinées de concepts éprouvés qui résolvent des problèmes opérationnels spécifiques. Le Tavor a réussi parce qu'il répondait à des besoins tactiques réels, la compacité sans sacrifice de capacité, tout en minimisant le fardeau de l'adaptation pour le personnel et les systèmes logistiques. Son architecture modulaire lui a permis de rester pertinent au fur et à mesure de l'évolution des exigences, une capacité qui s'est avérée plus précieuse que les spécifications initiales ne le suggéraient. Les leçons d'ingénierie se sont étendues au-delà de l'équipement lui-même. Le processus de développement a démontré que résoudre les problèmes d'interface utilisateur nécessite souvent une ingénierie plus sophistiquée que de résoudre des défis purement mécaniques. Créer une détente naturelle, malgré une distance de transfert de 15 cm, a demandé plus d'innovation que le système de fonctionnement par gaz. Permettre des changements de canon sans outils a exigé une analyse de tolérance plus rigoureuse que de s'assurer que le canon puisse contenir les pressions de tir. L'ingénierie difficile se cache souvent dans les détails que les utilisateurs ne remarquent jamais consciemment. Les contours subtils qui guident le placement de la main, la précision des ressorts qui gouvernent la sensation des commandes, les relations géométriques permettant l'interchangeabilité. Les forces modernes reconnaissent de plus en plus que les équipements s'inscrivent dans des systèmes plus larges, logistique, entraînement, doctrine, base industrielle. Un fusil peut présenter une performance technique supérieure, mais échouer s'il nécessite un équipement de maintenance spécialisé, s'il dépend de composants d'un fournisseur unique ou s'il exige de réécrire des décennies de doctrine de formation. Le Tavor a réussi en partie grâce à sa qualité de conception, mais également grâce à l'attention portée à ses considérations systémiques.
Son architecture s'alignait sur les préférences contemporaines pour l'adaptabilité des plateformes. Son approche de fabrication équilibrait précision et productivité. Sa philosophie de maintenance correspondait aux capacités réelles du terrain plutôt qu'à un environnement d'atelier idéal. L'héritage apparaît dans les conceptions ultérieures de multiples fabricants, intégrant souvent des approches modulaires pour des composants traditionnellement considérés comme fixes. Les canons et culasses interchangeables sont devenus des fonctionnalités attendues. Ce changement reflète l'évolution des réalités industrielles et opérationnelles, des cycles de production plus courts pour des marchés diversifiés, des durées de service plus longues nécessitant des mises à jour à mi-vie. Le Tavor n'a pas inventé ces concepts, mais son implémentation réussie a démontré leur viabilité pratique, influençant la manière dont d'autres concepteurs abordent des problèmes similaires. L'histoire de l'ingénierie a tendance à retenir les innovations spectaculaires, la première de son genre, la plus grande, la plus rapide. Le Tavor représente un autre type d'accomplissement, l'affinement méticuleux de concepts existants pour résoudre des problèmes pratiques sous des contraintes réelles. Sa portée ne réside pas dans des mécanismes révolutionnaires, mais dans l'attention systématique portée à l'interface entre les mécanismes, les utilisateurs, les systèmes de fabrication et les réseaux logistiques. Cette approche, l'ingénierie comme intégration plutôt que comme simple invention, définit de plus en plus le succès des systèmes modernes. Les équipements qui servent le plus longtemps et le plus efficacement ne sont pas nécessairement ceux dotés des mécanismes les plus innovants, mais ceux conçus avec une compréhension honnête de la manière dont ils seront réellement utilisés, entretenus et évolués sur des décennies. Si vous appréciez les histoires calmes et réelles sur la façon dont l'ingénierie a façonné le monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez.